Prends le micro. Merci. Vous n'avez même pas de chaise? Voilà. Donc c'est moi qui vais parler, mais je vais leur laisser la parole quand même. Donc la question est, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un échec d'un anti-L5 dans la GEPA? Donc on va pas vous refaire toute l'histoire, mais vous connaissez l'histoire du mépolizumab, hein, l'essai MIRA. 300 mg de mépolizumab versus placebo dans des patients qui sont non contrôlés, enfin qui sont, on ne dit pas non contrôlés, mais qui restent dépendants des corticoïdes et qui sont soit réfractaires, soit en rechute. Et donc, les résultats, vous les connaissez, c'est 53% des patients qui sont traités vont obtenir une rémission à 52 semaines versus 19% pour le placebo. Et à 48 semaines, on a 32%. Si, ça marche. Voilà, donc un essai qui est positif, qui va conduire à l'AMM du médicament, mais finalement, quand on regarde, ça fait en fait pas mal d'échecs finalement de patients qui sont pas mis en rémission et qui vont pas pouvoir, donc on considère que le traitement n'est pas un succès. Donc l'AMM, on la connaît, c'est recommandé maintenant enfin l'AMM et les recommandations maintenant, c'est chez les patients qui ont une GEPA en rechute ou réfractaire sans maladie active qui met en jeu le pronostic vital. C'est important, c'est ce que nous disait Benjamin tout à l'heure, ou le pronostic fonctionnel. Donc, en gros, des malades dont l'asthme ou la polypose naso-sinusienne, globalement, ne sont pas contrôlés et sont responsables du maintien des corticoïdes ou responsables des symptômes. Donc, quand ça ne marche pas, comment est-ce que ça peut se passer? Ben, il y a trois façons dont ça se passe. Soit c'est des patients qui sont réfractaires dès le début, soit ce sont des patients qui vont avoir ce qu'on appelle une réponse dissociée, qui n'est pas évaluée, je ne connais pas de chiffres là-dessus, mais dont on va voir une atteinte, notamment pulmonaire, qui s'améliore, mais l'atteinte ORL qui ne s'améliore pas ou qui ne s'améliore pas de manière suffisante, soit des patients qui vont être en échec. Et donc, on sait que, en général, là où ça va être efficace, ça va être sur l'asthme, mais effectivement, l'échec, parfois, il peut être d'une autre origine. Alors, moi, j'insiste beaucoup, mais ça, c'est mon expérience dans l'asthme. Je ne sais pas si vraiment on peut tout à fait faire le parallèle avec la GEPA, mais en tout cas, dans l'asthme, pour ce qui est de l'atteinte ORL, cette atteinte dissociée, on l'observe fréquemment. Je ne peux pas vous donner de chiffres, malheureusement, mais on l'observe fréquemment. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut revoir à ce moment-là. Avant de dire c'est un échec sur la polypose, j'arrête ou je change de médicament. La première question, c'est est-ce que le malade fait les soins locaux? Vous savez que c'est quelque chose auquel on est très attaché, les pneumologues, les ORL, les corticoïdes locaux. Le deuxième chose, c'est avoir un avis ORL, parce que d'expérience, beaucoup, on se dit, il a le nez bouché, ça doit être sa polypose. En fait, quand on regarde dans le nez, c'est pas forcément la polypose, ça peut être une déviation septale, ça peut être une hypertrophie des cornets, ça peut être des choses qui peuvent se régler de manière simple, sans modifier la biothérapie. Et puis la troisième chose pour laquelle nous, en pneumologue, nous sommes très convaincus, vous, je ne sais pas très bien, c'est quand même qu'il y a encore une place de la chirurgie des polypes chez ces malades-là. Et quand on regarde les recommandations des ORL qui commencent à sortir sur l'utilisation des biothérapies dans la prise en charge de la polypose, vous voyez que finalement, il y a toujours la discussion à un moment de la chirurgie. Quand il y a un échec, on peut faire de la chirurgie de sauvetage. Et quand effectivement, il y a une réponse pas suffisante ou pas de réponse du tout, on peut opérer ces malades-là. Donc moi, je pense qu'il y a encore une place de la chirurgie. Est-ce que chirurgie plus biothérapie, ça fait mieux que chirurgie seule? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je pense qu'il faut, quand c'est les polypes qui gênent, il faut discuter la biothérapie. Mais peut-être que vous pourrez nous donner votre avis sur cette question. Oui, mais d'abord, s'il reste sous biothérapie parce que l'asthme va bien, on ne sait pas quel est le pourcentage de rechute, il est probablement moins important. Et puis le pourcentage, il existe. Certes, il y a des malades qui rechutent après, mais on connaît aussi plein de malades qui vont rester bien contrôlés pendant 3 ans, pendant 5 ans sur leur polype après avoir été opérés. Donc je sais qu'il y a des équipes, c'est peut-être variable, hein, qui disent jamais la chirurgie, je ne veux pas en entendre parler, et ça, à mon avis, ça se discute. Et ça, c'est une question, je rebondis, comme tu parles de la chirurgie. C'est vrai qu'il y a des patients qui ont déjà eu de la chirurgie. Même à un moment, on disait, même nous, hein, opérer des polypes, de toute façon, ça va repousser. Et donc, maintenant, à l'ère des biothérapies, je ne sais pas si c'est consensuel, il y a Candice au fond qui pourra nous dire, mais il y a quelques ORL, en tout cas, qui disent qu'il y a quand même peut-être ou soit un sentiment que les polypes repoussent moins sous biothérapie, parce qu'un patient, la question qui se pose, c'est pourquoi y retourner si c'est pour que ça revienne. Sauf que la différence, c'est qu'il y a la biothérapie. Et ça, à quel point
Tu veux intervenir maintenant, Candice, ou pas? Non? Après, on va laisser. Mais voilà, mais ça sera la question parce que c'est vrai que, est-ce que la chire, si tu dis ça, c'est que tu es convaincu que sous biothérapie, c'est peut-être à retenter, quoi, c'est ça? Exactement. Et puis après, il y a aussi la question de qu'est-ce qu'il a eu comme chirurgie initialement. Est-ce qu'il a eu juste une polypectomie ou est-ce qu'il déjà il a eu l'ethmoïdectomie totale? C'est pas tout à fait la même chose. Et donc peut-être que des fois, il y a des chirurgies qui peuvent être complétées, des chirurgies qui sont moins invasives, mais c'est bien que quand il soit là, il va pouvoir en reparler après. Donc pour moi, premier point, c'est distinguer quelle est la cause de l'échec. Si c'est l'ORL, c'est vraiment une question qui est à part. Donc, et puis j'ai pas dit, mais je vais quand même le dire, est-ce que le malade prend un traitement inhalé pour l'asthme aussi? C'est quand même la première chose à voir, mais après vous allez me dire que je suis monomaniaque, donc je vais pas reparler de ça. Donc après, quand on a considéré que c'est un échec, en gros, maladie asthmatique mal contrôlée et impossibilité, enfin, vous dites, malade pas totalement sevré des corticoïdes, qu'est-ce qu'on fait? Possibilité éventuellement d'augmenter la dose à 300 si vous avez commencé à 100. On va reparler pour mes podoses tout à l'heure. Et puis, sinon, l'autre possibilité, c'est changer. Donc, qu'est-ce qu'on a actuellement? On a un anti-L5 récepteur pour la dose. Ouais. Alors, pour la dose, oui, parce qu'en fait, dans les échecs, ce qui a été dit enfin, en tout cas pour l'asthme, on sait que parfois les échecs sont effectivement des sous-dosages. Et puis, est-ce que 300 versus 100, c'est égal? Vous connaissez cette étude parce que vous y avez sûrement participé. Enfin, ces deux études, l'étude rétrospective, c'est le GFEV, qui montre que finalement, avec 100 mg, on obtient un sevrage des corticoïdes, enfin une diminution des corticoïdes qui est parallèle, et 76% de rémission avec la dose avec 100 et 82% dans la dose 300. Donc, ce qui montre quand même qu'il y a un certain nombre de patients qu'on peut contrôler avec 100 mg de mépolizumab. Camille présentera le protocole de non-infériorité de 100 versus 300. Ça, c'est à mettre au début. Mais là où il n'y a pas beaucoup de données, c'est tous ceux qui ont été à 100. Si on n'est pas content, est-ce que monter à 300 sert à quelque chose? J'ai l'impression que c'est assez controversé et on pourra en parler après, quoi. On n'a pas beaucoup de données. C'est vrai que dans l'argumentaire, dans l'asthme, encore une fois, c'est dans l'asthme, les échecs à 100, c'est souvent en fait des sous-dosages en médicaments avec beaucoup d'IL5 qui est pas bloqué. C'est en tout cas ce qui est dit. Donc ça, c'est la première possibilité. C'est pour ceux qui commencent à 100. Pour ceux qui commencent à 300 mg, ben, changer la dose, ça n'a pas de sens. Deuxième possibilité, c'est passer à un autre médicament. Donc, on a quoi? On a comme anti-IL5 en France le benralizumab, qui est un anti-IL5 récepteur, qui a une AMM dans l'asthme sévère et on aura probablement une dans la GEPA prochainement, enfin un jour, je ne sais pas quand. Grâce à l'essai Mandara, que vous avez tous certainement lu, qui lui est pour nous un essai fantastique, puisque c'est le premier qui compare les deux molécules face à face et qui montre la non-infériorité du benralizumab 30 mg par mois, donc c'est le double de la dose de ce qu'on utilise dans l'asthme, versus 300 mg de mépolizumab, avec sur le taux de patients qui sont mis en rémission qui est globalement identique. Donc, ce qui montre que le benralizumab peut avoir lui également une efficacité. Non, non, peut-être pour celle d'après. Et puis juste là, c'est parce que être un peu en avant les travaux internes, un travail auquel vous aviez participé d'Adrien Cotu, qui est interne de médecine interne, où il avait été analysé le benralizumab, l'utilisation en vraie vie, c'est-à-dire bah voilà, rétrospectivement. Et il y avait plusieurs enseignements intéressants. C'est que alors que c'était pour beaucoup des patients assez récents, vous voyez que une légère majorité avait reçu le Benra sans avoir reçu de mépo, ce qui est en soi un peu étonnant, hein. Mais l'avantage, c'est que ça permettait de comparer deux groupes. Mais sur le fond, c'est un peu étonnant que les gens soient passés pour une GEPA d'emblée à la case Benra sans passer par la case MEPO. Je vous rappelle qu'il y a une AMM, hein, pour le MEPO. Et il y avait surtout un essai dans le New England. Et l'autre enseignement qui va conduire ensuite aux questions qu'on peut avoir après, c'est que, bon, c'est un petit peu dur de voir, mais le message, c'est que quand on était naïf de MEPO, le bain marchait mieux que quand on était en échec. Poser la question de savoir est-ce qu'un changement de classe est important. Et je vous rappelle que les rhumatologues, ils avaient montré depuis longtemps
que quand on était en échec d'un anti-TNF, c'était plus efficace de passer un anti-L6 ou Ritux que de mettre un deuxième anti-TNF. Donc c'était un peu le même esprit de se dire, bah voilà, quand on est en échec du MEPO, est-ce qu'il faut frontalement insister sur l'anti-L5 parce qu'il déplète mieux ou se poser la question, même si il y aura les molécules approuvées qui répondront un peu pour l'instant à notre interrogation. Exactement. Sachant qu'il déplète mieux, on a vu dans l'essai Mandara que finalement, dépléter mieux, c'est-à-dire avoir 0 éosinophile versus en avoir 50 ou 100, finalement, c'est pas beaucoup plus efficace. Alors ça, c'était juste pour vous donner un exemple de... Il marche pas? Pour vous montrer un exemple du type de réflexion qu'on peut avoir dans l'asthme. Je dis bien que c'est de la réflexion. Quand on est en échec d'une molécule, vous voyez que qu'est-ce que les recommandations, ça c'est celle de la Société européenne d'allergologie, nous disent en première chose, le patient a pris son traitement. Et puis après, c'est vérifier que le médicament que enfin, l'éosinophilie n'est pas liée à une autre voie. Donc ça, c'est une recommandation, mais en pratique, on ne sait pas comment est-ce qu'il faut regarder ça exactement. Deuxièmement, est-ce qu'il est sous-dosé? C'est aussi une bonne idée, mais on ne sait pas doser les médicaments. Quatrièmement, est-ce qu'il y a des anticorps bloquants en pratique? Pour l'instant, on ne sait pas encore le faire, même s'il y a des kits qui commencent à apparaître sur le marché, mais on a l'impression que ce n'est pas un élément très important avec ces molécules. Et puis le dernier point, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'autres mécanismes, notamment il y a des mécanismes de résistance au MEPO qui ont été décrits avec des complexes humains qui se développent dans les bronches et qui sont responsables en fait de cette résistance. Donc en pratique, nous, ce qu'on a plutôt tendance à faire, je ne dis pas recommander parce qu'on n'a pas de données, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le NO exhalé, qui est une mesure non invasive de l'inflammation des bronches, et de regarder s'il persiste des éosinophiles dans les bronches avec l'expectoration induite. En gros, s'il persiste des éosinophiles, on peut dire bah, peut-être qu'on est en question de sous-dosage et donc dans l'asthme encore, on pourrait augmenter la dose ou changer d'anti-IL5. Et puis, s'il y a du NO qui est élevé, qui est plutôt lié à une activation IL4, IL13, dans ces cas-là, changer de molécule et faire utiliser du dupilumab. Donc ça, c'est le genre de réflexion qu'on a et qui, éventuellement, il faudrait voir un jour si on pourrait l'adapter à la GEPA. Et puis la dernière chose, c'est changer de molécule. Donc changer de molécule en utilisant toujours celle qu'on utilise dans l'asthme, bah, le dupilumab, l'anti-IL4, IL13, ou le dernier qui est arrivé, le tezepelumab, l'anti-TSLP. Benjamin, tu veux en parler? Donc là, c'était Bérangère Molina, une interne brestoise, qui était venue en interchue et qui avait fait un travail sur le groupe européen pour regarder un peu ce que donnait le dupilumab, puisque comme Camille vous l'a dit, il y avait souvent une atteinte ORL un peu dissociée, pour lequel la question se posait de la chirurgie, ou alors chez des patients un peu réfractaires à la chirurgie parce que bah, des mauvaises expériences. Et donc, il y a 50 patients en Europe, en tout cas dans le réseau, qui avaient reçu du dupilumab, toujours en échec dans l'anti-IL5, en revanche, ça. Et les messages importants, c'était que c'était le nez, hein, c'était l'atteinte ORL qui conduisait à se poser la question du dupilumab, qui pour mémoire allait même dans la polypose, dans l'asthme et dans la dermatite atopique, donc il y avait une certaine logique. Hein, voilà. La seule chose, c'est qu'alors que les essais de phase 3 dans le New England minimisaient beaucoup la problématique de l'éosinophilie sous Dupi, eh bien, là, on s'est rendu compte que c'était 2 tiers des malades qui sortaient d'une éosinophilie quand même, alors à plus de 500, mais en tout cas, ce qui pouvait quand même être un chouïa problématique, avec souvent un pic à 12 semaines. Et vous voyez que 2 tiers faisaient une éosinophilie et 1 tiers faisait une rechute systémique. Ce n'était pas une minorité, voilà, une exacerbation de l'asthme, mais vraiment une rechute systémique. Et ça, c'était à mettre en relation avec le fait que la réponse chez des malades qui étaient déjà réfractaires aux anti-IL5, eh bien, il y avait 2 tiers de réponse globalement, 1 tiers de rechute. Donc, une question de balance bénéfice-risque qui n'est pas évidente quand même. Hein. Voilà, et ce qu'avec Camille, les autres, on avait vu, c'est que ce qui semblait être associé à la rechute, c'était d'avoir fait un switch ultra rapide, anti-L5, puis du Pi, avec peut-être, je ne sais pas, l'action combinée de à la fois le rebond post-arrêt des anti-L5 plus le Dupi. Et vous voyez que le délai moyen de ceux qui avaient eu du Dupi après du MEPO et qui ne rechutaient pas, ils avaient eu un switch avec un délai de 5 mois en moyenne, alors que ceux qui rechutaient, c'était très, très, très court. Donc peut-être aussi
une questionnement sur comment utiliser le switch. Et je crois que dans l'asthme, vous avez la même chose. C'est ça? Exactement, donc on avait observé ça. Donc là, c'est rétrospectif, c'est un appel à cas, mais sur 20 patients en France, des asthmatiques encore, qui switchaient du MEPO au DUPI, des aggravations, mais quand on parle d'aggravation, ce n'est pas une exacerbation, hein, c'est des aggravations répétées des matchs et qui vont reprendre des corticoïdes au long cours, avec des manifestations parfois extra-pulmonaires. Et donc, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'en fait, la raison du switch était importante, puisque chez les patients qui switchaient pour le nez, mais en fait, les manifestations étaient atténuées. C'était essentiellement une espèce de toux sèche incoercible, très caractéristique, dont ils se plaignent beaucoup, mais qui finit par s'améliorer avec quelques cures de corticoïdes, puisque vous voyez que 3 patients sur 4 ont gardé leur traitement finalement. Et en revanche, quand le switch il est motivé par un mauvais contrôle de l'asthme, là, le tableau est plus sévère avec des altérations fonctionnelles, des images parenchymateuses que vous voyez ici d'infiltrats pulmonaires, des épaississements bronchiques qui se modifient beaucoup, qui conduisent à la reprise des corticoïdes au long cours et qui conduisent finalement chez 12 patients sur 16 à l'arrêt du traitement. Et puis chez 2 patients, une association Benra-Dupi. Et puis ce qui est important de noter, c'est que chez tous ces malades-là, ces symptômes-là, ils apparaissent au moment d'une hyperéosinophilie, vous voyez, en moyenne 1900, avec des patients qui montent jusqu'à 3000. Et dans le groupe switch pour mauvais contrôle d'asthme, il y a une rechute de GEPA. On connaît mais une malade qui avait un diagnostic qui datait d'il y a plus de 30 ans et un diagnostic des nouveaux avec apparition d'ANCA à ce moment-là. Donc on a vraiment l'impression que ces switch anti-L5 du Pilumab, c'est comme des situations un peu risquées qu'il faut, je pense, utiliser, enfin, sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. Dernière molécule, l'anti-TSLP, donc qui a une AMM de manière toute récente en France dans l'asthme sévère, qu'on a pensé au début être un médicament pan anti-asthme, c'est-à-dire chez les patients avec des éosinophiles et ceux qui n'en ont pas. Finalement, c'est un médicament qui marche très bien dans l'asthme éosinophile, avec un essai de phase 3 qui montre effectivement une réduction des exacerbations de plus de 70%, donc ce qui en fait un médicament assez intéressant. Euh, on n'a pas beaucoup de données sur l'atteinte ORL. On n'a que des études post-hoc, mais il semblerait que le TZP-UMA puisse être associé aussi à une réduction des polypes, avec un score SNOT-22 que vous voyez ici qui diminue de 10 points en moyenne chez des patients, encore une fois, des asthmatiques sévères, pas des GEPA. Et puis, qu'est-ce qu'on aura à venir? Donc ça, c'est la réflexion, hein. Il y a des anti-L33 qui sont en cours de développement, l'ITP-Kimab et le tozorakimab, avec l'ITP-Kimab qui a été comparé au DUPI et en association. Et finalement, l'association des deux ne fait pas mieux que le DUPI. Ça reste encore des phases 2. On a encore besoin de données supplémentaires, mais c'est des médicaments en développement qui sont intéressants. Donc, si je résume, le mauvais contrôle, enfin la GEPA corticorésistante, c'est souvent quand même un problème d'asthme mal contrôlé et de polypose. Et puis dans les choses qu'on peut discuter quand ces manifestations qui persistent, est-ce qu'il faut changer de molécule anti-L5 en espérant faire mieux avec un anti-L5 récepteur? Est-ce qu'il faut changer de classe de molécule avec en priorité l'anti-L4 parce que c'est celui dont on dispose, mais avec tous les warnings qu'on a mis? Ou est-ce qu'éventuellement il faut qu'on commence à évaluer l'anti-TSLP et puis plus tard l'anti-L33 quand il sera disponible? Voilà. Ouais, moi, je rajouterais juste un petit commentaire dans des cas un peu limites, dans les syndromes hyperéosinophiliques, finalement, des fois qui sont très voisins des GEPA. Donc là, c'est sûr qu'on agit sur la voie TH2 et puis les éosinos. Et des fois, dans les syndromes HES où on a des manifestations qui sont quand même parfois voisine de celle qu'on a dans le GEPA. Des fois, il y a quelques cas où ils ont essayé des anti-JAK du ruxolitinib avec succès. Donc, ça pourrait être peut-être un médicament à discuter aussi dans les cas difficiles. Ah, ouais, sur l'expérience, c'est ce que tu as dit est très vrai au début. Il faut s'assurer qu'ils prennent leur traitement inhalé. Il faut s'assurer qu'on soit allé au maximum de l'atteinte et de la prise en charge locale ORL. Moi, je sais qu'on a fait réopérer quelques patients avec les équipes d'ORL. Même si ça récidive, on a quand même l'impression qu'on a une rémission plus prolongée avant de se poser la question de tout changer si ça, c'est déjà pas acquis.
Et alors, moi, j'ai pas de réflexion sur la montée de dose, mais c'est quelque chose qu'il faudrait évaluer, puisqu'on en a récupéré certains qui avaient commencé à 100 et on a repassé à 300 et on a réussi à les mettre en rémission. Donc, je pense que ça, c'est bien à avoir en tête également. Et ce qu'on attend, c'est un essai sur est-ce qu'il vaut mieux changer de classe ou garder la même classe. Après, juste, nous, pour changer de classe, on a regardé dans l'asthme sévère, mais c'est de manière indirecte dans la cohorte Ramsès avec un essai émulé, comparant les switches anti-L5 vers Benra ou vers Dupi. Et quand même, on a l'impression que le switch vers Dupi fait mieux, avec moins d'utilisation de corticoïdes, moins d'exacerbation, un VMS meilleur. Donc, on a l'impression que c'est mieux, mais en même temps, on est un peu coincé aux entournures par tous ces effets secondaires, hyperéosinophilie, et quand même d'authentiques rechutes de vascularite qui sont documentées, voire apparitions. Moi, j'ai juste une remarque et une question faussement naïve. La remarque, effectivement, on a rapporté des cas d'SHE résistants à différents traitements et qui ont été mis en rémission sous Ruxo, plus que sous Tofa d'ailleurs. Et on a un cas de GPA qui a été qui était réfractaire, mis en rémission, mais avec Ritux plus Ruxo. C'est là qu'arrive la question de faussement naïve. C'est finalement, certes, c'est très poumon, très ORL, etc. Mais à aucun moment arrive la possibilité que le malade ait finalement une vraie, la vascularite et pas la partie eosinophilique qui soit active. Et finalement, pourquoi pas tester le rituximab. En l'occurrence, ce cas-là, c'était exactement ce que tu as décrit, c'est-à-dire MEPO, au bout de 2-3 ans, il commence à échapper. On met du Dupi, la crise eosinophilique qui devient vascularitique, on remet le MEPO. Et finalement, il fait la neuropathie, les anti-MPO qui explosent, etc. Et là, il a été rattrapé sous Ritux plus Ruxo. Mais tu vois, je me suis. Ouais, mais si tu vois, mais en fait, finalement, on n'a jamais essayé, toi. Finalement, pourquoi pas essayer de mettre un peu de Ritux à ce malade? Est-ce que je sais bien que c'est pas l'action ORL, poumon direct et eosinophile, mais ces malades-là, vous n'avez pas envie de les retraiter un peu parfois? Pas par l'endoxan parce que c'est trop, mais. Non, vas-y, Je vas-y. crois que la question de quel est l'organe qui rechute est quand même importante parce que quand c'est qu'une polypose, l'eurytux, ça paraît un peu sévère quand même en termes d'effets secondaires par rapport à du mépo, dont pour le coup, on va dire que c'est. Oui, mais donc après, voilà, moi j'aurais tendance à dire quand même, essayons les choses les plus simples et les moins toxiques, entre guillemets. Euh, mais pourquoi pas rediscuter un traitement plus fort. Et une question comme le Dupi, ça a l'air bien, mais il y a ce warning. Pour les gens joueurs comme Romain Paul, de combiner une question qui revient parfois, de rajouter au coup par coup sur cette hyperéosinophilie. Oui, oui, oui. Ouais, enfin, on a compris. Ouais. En fait, c'est un peu étonnant parce qu'on voit à chaque fois, on sait qu'il y a des effets rebonds dans les SHE, c'est ce qu'on voit, donc souvent on les chevauche ou les thérapeutiques, et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'études où ça arrête, on en reprend un autre après, on sait qu'il va y avoir cet effet rebond. Pourquoi est-ce que juste pas poursuivre le métro 3 mois quand le Dupi est introduit, justement pour éviter ces effets rebonds-là qu'on voit souvent? Oui, je pense que c'est pertinent. D'ailleurs, c'est ce qu'on commence à faire un petit peu aussi chez ces malades-là, parce qu'on a aussi des malades qui ont des réponses tout à fait paradoxales, qui sous Dupi, par exemple, leur polypose est complètement guérie. Ils font 3000 éosinophiles, voire un peu plus. L'asthme va moins bien. On dit, bah, c'est dommage d'arrêter parce que la polypose va bien. Effectivement, à ce moment-là, on rajoute l'anti-L5 et on règle tout. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on commence à faire qui nous gênent un peu parce que ça fait quand même beaucoup d'injections, ça fait cher à la fin quand même, mais on a le sentiment que bloquer l'hyperéosinophilie, c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Donc après, il faudrait trouver le bon schéma. Est-ce qu'il faut le faire systématiquement 3 mois, 6 mois? Est-ce qu'on peut arrêter après? C'est à tester, mais on voit bien, en tout cas dans les expériences des gens, que c'est quelque chose qui commence à apparaître. On dit sur la chirurgie, sous biothérapie, pas sous biothérapie. On m'entend? Oui, on m'entend. Oui, alors la chirurgie, c'est effectivement, on avait pas mal fait machine arrière sur la chirurgie en se disant que l'arrivée des biothérapies allait quand même partiellement nous permettre de plus opérer. Voire certains ont même dit que c'était terminé la chirurgie ORL avec l'arrivée de la biothérapie.
On en revient parce que c'est vrai que quand on a commencé à opérer les patients sous biothérapie, on a quand même des patients qui tiennent beaucoup mieux. Et là, pareil, moi, je pense que j'ai qu'un neurone aussi et que c'est mon seul neurone qui est traitement local. Mais dans la polypose, le traitement local est hyper important. Et quand on fait une chirurgie, on permet quand même un meilleur contrôle et une meilleure efficacité du traitement local. Donc là où dans l'asthme, on n'aura pas, il y a aussi l'importance du traitement local, mais on ne peut rien améliorer le traitement local. Dans la polypose, on peut vraiment faire de la place pour aller mieux laver les sinus. Et donc, je pense que la chirurgie retrouve finalement toute sa place. Bon, elle est trop timide pour vous le dire, mais elle savait que j'allais en parler. Vous tapez sur Google Candice Lacroix, lavage de nez, et vous avez une vidéo de 3 minutes de Candice Lacroix qui maltraite sa chef de clinique avec une seringue de 50 ml, mais qui explique aux patients, là, je pense que l'association l'a déjà relayé plusieurs fois, comment bien laver le nez. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas avec une pauvre pipette de 2 ml, quoi. Je veux dire, là, question. Question pour cette question importante. Les patients aussi, s'il y a des questions. Donc, dans l'ordre, le nez, tu l'envoies chez l'ORL et ensuite on discute, c'est ça? Oui. Ou le traitement local, c'est ça? Discuter si la chirurgie peut avoir un intérêt et puis d'abord quand même être sûr que c'est la polypose qui gêne et que c'est pas autre chose. Ça a l'air très trivial, mais c'est quand même, à mon avis, la première chose à revoir. Si c'est les polypes qui gênent. Après, si c'est l'asthme, Si c'est l'asthme on pose plutôt. la question du traitement local. Et moi, je reste très méfiante vis-à-vis du dupilumab. J'aurais tendance à commencer à rester dans le switch intraclasse, pardon, rester dans le baralizumab. C'est un avis personnel qu'il faut qu'on évalue, mais qu'on va évaluer d'ailleurs. Sachant qu'en AMM, le prochain qui arrive clairement, c'est le Binra. Donc, si on veut rester, il y aura 2 anti-L5 et les autres, on sera hors AMM. Juste pour le Ruxo dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que dans les SHE, ça a été utilisé via des discussions RCP en Xème ligne ou autre, et il y a eu quelques malades qui ont été discutés dans les RCP céréaux. Mais bientôt, on va avoir les données des NGS sur les hypereosinophilies qui persistent, réfractaires, etc. Et elles sont en cours là, donc on n'a pas tout. Mais je pense que ça va changer un peu la donne et que ça permettra de choisir quel malade va pouvoir être éligible à ce type de thérapie. Parce que sinon, ça fait un peu expérimental. J'en mets 25 de suite et puis il y a bien un truc qui finira par marcher, sauf que c'est un peu beaucoup, je trouve. Et il y a d'ailleurs un essai thérapeutique international qui va débuter dans la GEPA, qui évalue un JAK inhibiteur, qui est un anti-JAK1 de JAK2. Et le signal de l'IL5, le signaling, c'est JAK2 dépendant. Donc ça va venir et par le biais d'un essai randomisé contrôlé qui inclura les mêmes malades que Mira, Mandara. Et donc peut-être qu'il y aura une autre stratégie evidence-based. Mais contre placebo, j'imagine. Donc c'est sûr que ça va être un peu gênant de se dire on propose à notre patient rien, alors qu'aujourd'hui on aura peut-être 2 AMM bientôt. Mais bon, il faut qu'on laisse la place. Comment il s'organise le dernier binôme? Oh putain, il y a Pierre qui se lève. On te donne le micro, on part.